Bonjour à tous, donc je suis très content d'intervenir au ICFP 12e édition, cette année 2020 un peu compliquée. Ce sera évidemment virtuel, mais je me ferai une joie de vous présenter les meilleures avancées de la recherche en neurosciences et de répondre à vos questions. Alors je suis Boris Chomet, je suis chef de clinique au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, enseignement l'hôpital Sainte-Anne, rattaché à l'Université de Paris, et au laboratoire INSERM U1266, Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Donc, je vais vous parler de l'analyse omique dans la psychose débutante. Alors d'abord, mes conflits d'intérêts, et tout de suite, on enchaîne avec qu'est-ce que c'est que cette histoire de psychose débutante. Et bien, pendant longtemps, on a considéré que la schizophrénie était une maladie chronique, non évolutive, et puis depuis environ 2 décennies, on a changé complètement de paradigme, et désormais, on imagine que c'est une maladie progressive qui passe par différents stades, dans lequel il y a d'abord des sujets qui sont demandeurs de soins, qui ne vont pas tous évoluer vers une maladie caractérisée, et même chez ces individus demandeurs de soins, il y en a même qui sont parfaitement sains, d'autres qui ont d'autres diagnostics psychiatriques, et puis environ un tiers qu'on va qualifier de sujets à risque d'évoluer vers une psychose. Et quand on prend ces individus à risque, à peu près un tiers de ces patients demandeurs de soins, chez ces individus à risque, il y a encore un tiers qui va effectivement évoluer vers une psychose après 2 à 3 ans de suivi, et une autre grosse partie, donc à peu près 2 tiers de ces individus, ne vont pas avoir un diagnostic psychiatrique complètement caractérisé du type schizophrénie ou trouble bipolaire avec éléments psychotiques. Certains vont avoir même une récupération, c'est une minorité, 7% des patients vont évoluer favorablement. D'autres vont avoir des symptômes psychotiques persistants, vont présenter des dépressions, de l'anxiété, des problèmes de consommation de toxiques, donc des patients qui vont quand même être atteints de différents troubles psychiatriques, mais sans forcément rentrer dans la psychose. Alors, comment on peut caractériser ces patients à risque de psychose? Et bien maintenant, on a des échelles cliniques, par exemple la CARMS, qui a été traduite en français, qui permet de scorer les symptômes et donc de pouvoir déterminer si les individus sont à risque ou déjà entrés dans la maladie. Donc le premier stade, le stade 0, c'est qu'il y a une augmentation du risque de psychose. C'est par exemple des individus qui ont un apparenté du premier degré qui est déjà souffrant de schizophrénie. Le stade clinique 1A, qui va être défini donc par ces sujets demandeurs de soins. Donc, je vous ai détaillé à côté quelques symptômes qu'on peut voir: retrait social, détérioration du fonctionnement, humeur dépressive, diminution de la concentration et de la motivation, troubles du sommeil, anxiété, méfiance. Donc des symptômes très spécifiques, des symptômes plutôt du registre anxio-dépressif ou du registre du stress, qui peut être tout à fait banal, et en même temps une diminution du niveau de fonctionnement. Donc c'est vraiment des sujets qu'on rencontre couramment dans les maisons des adolescents, par exemple, dans les pères professionnels qui sont auprès de jeunes de 15-25 ans. Et puis, chez ces individus demandeurs de soins, je vous ai dit, un tiers sont à risque de psychose ou à ultra haut risque de psychose. Et là, on rentre dans des symptômes qui sont quand même d'ailleurs plutôt psychotiques, mais qui ne sont pas encore suffisants pour parler de psychose avérée. Donc, c'est par exemple un comportement étrange, une diminution de l'hygiène personnelle, un affect inapproprié, un discours vague ou trop élaboré au contraire, un discours circonstanciel, des croyances bizarres, des pensées magiques, des patients qui vont commencer à avoir aussi des distorsions perceptives, voir des objets se déformer, qui vont questionner leurs croyances familiales habituelles, sans forcément être totalement délirants encore, et qui vont pouvoir même critiquer parfois ces distorsions perceptuelles ou ces croyances bizarres. Il y a aussi des patients qui vont expérimenter parfois, pendant quelques heures, quelques jours, des éléments franchement psychotiques, mais qui vont ensuite se résorber totalement. Et puis, donc chez ces sujets à ultra haut risque de psychose, malgré le fait qu'ils ont déjà des symptômes pré-psychotiques, ils ne vont pas tous évoluer non plus vers la psychose, je dis 30% environ, qui vont présenter un premier épisode psychotique. Donc là, on est dans le stade 2, avec là, franchement, des symptômes qui sont au-dessus du seuil pour parler de troubles psychotiques. Et puis certains vont entrer ensuite dans une psychose chronique, trouble bipolaire avec éléments psychotiques, schizophrénie, voire certains vont devenir ensuite résistants au traitement, c'est le stade 4. Donc voilà l'éventail des stades cliniques. On est dans une démarche un peu comme le cancer où on a des stades différents. On est aujourd'hui dans la même conception pour la psychiatrie. Alors, quelle est la problématique thérapeutique? C'est que si on donne un traitement réservé aux phases plus tardives de la maladie à des patients qui sont à risque, d'abord ça ne marche pas. C'était une revue de la Cochrane qui montre ça. Donc sur l'olanzapine, par exemple, si on donne de l'olanzapine à des jeunes à haut risque de psychose, on n'est pas plus efficace que du placebo pour améliorer l'évolution des individus, pour les empêcher de rentrer dans la psychose. En revanche, quand on regarde les effets secondaires liés au traitement, si on met de l'olanzapine à des jeunes, il y a un vrai risque de prise de poids,
Une augmentation du poids à 12 mois est flagrante avec les patients qui reçoivent de l'olanzapine, ça c'est évident. Et donc on est dans cette balance bénéfice-risque en défaveur vraiment de mettre des traitements usuels antipsychotiques pour les individus à haut risque, à la fois avec des traitements qui vont présenter des effets secondaires importants, et en même temps des individus qui, bien qu'ils soient à risque, ne vont pas tous évoluer vers la psychose. Et donc on risque de surtraiter des individus qui finalement auraient évolué favorablement ou auraient bénéficié d'une autre prise en charge. Ça veut dire qu'il faut évidemment développer un nouvel arsenal de traitement, mais qu'il faut aussi déterminer des biomarqueurs pour prédire le risque, prédire mieux le risque d'entrer dans la psychose, pour pouvoir réserver les thérapeutiques aux patients qui vont en avoir le plus besoin et finalement relâcher un peu notre attention sur les individus qui sont moins à risque ou qui vont avoir une évolution favorable. Alors ces biomarqueurs, ils peuvent être de différents types, il peut y avoir des biomarqueurs d'imagerie, il peut y avoir des biomarqueurs presque cliniques, des fois on appelle biomarqueurs un peu par excès, on appelle cliniques aussi, c'est-à-dire des scores à des échelles qui peuvent aider ça, mais on sait que c'est probablement l'alliance de plusieurs biomarqueurs qui vont pouvoir aider à prédire le risque. Et donc les biomarqueurs, moi je vous propose d'aborder ceux qui sont du type moléculaire, donc génomique, épigénomique ou transcriptomique, avec la notion qu'aujourd'hui la biologie, les connaissances qu'on a de ces troubles psychotiques, elle est complexe et elle ne peut plus être appréhendée par un seul marqueur, une seule molécule, et dire, bah voilà, on a finalement cette molécule candidate ou ce gène candidat-là qui va tout expliquer. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La biologie marche aujourd'hui par interaction, par réseau. Et donc, on est dans une approche omique, c'est-à-dire on va dans des grandes dimensions, on va explorer, par exemple, tout le génome, on va explorer tout l'épigénome, toute l'expression des gènes, et on va faire des ponts et des interactions, et on va déterminer quels sont les réseaux qui sous-tendent la physiopathologie. Donc, avec ces éléments de biomarqueurs, partie biologie et d'omique, on va ensemble explorer ces différents éléments dans la psychose débutante. Alors, si on se concentre sur les biomarqueurs génomiques, ce qu'on sait de la génétique des maladies psychiatriques, c'est qu'il y a d'un côté des variants qui sont fréquents dans la population, avec une très petite taille d'effet, ce qu'on appelle les common variants ou les polymorphismes, c'est-à-dire très fréquents dans la population, avec un très petit effet sur la maladie. Et puis à l'inverse, il y a des variants qui sont très très rares, quasiment uniques, un individu unique va le porter, avec une taille d'effet énorme. Par exemple, la délétion 22q11 dans la schizophrénie, c'est très rare, moins de 0,1% des patients ont cette délétion. Par contre, ça va augmenter le risque par un facteur de 20, donc 20 fois plus de risque de développer la maladie. Donc voilà ces deux extrêmes, des polymorphismes fréquents avec peu d'effets, des variants rares qui causent des maladies vraiment quasiment déliennes. Alors si on regarde ces histoires de scores polygéniques, c'est-à-dire qu'on va cette fois-ci se focuser sur la question des variantes polymorphiques. Évidemment, on ne va pas prendre un seul polymorphisme, on va agréger ces polymorphismes au sein de scores polygéniques. Donc il y a un papier qui est sorti dans l'American Journal il y a un an par les Américains de la NAPLS, un consortium américain sur les sujets à risque, qui montre que agréger ces polymorphismes sous forme de score permet de trouver des différences entre sujets à risque et contrôle. Le score polygénique, le score de risque génétique de la psychose, est plus élevé chez les individus qui sont cliniquement à risque par rapport au contrôle. Et même ce score est plus élevé chez les sujets à risque qui vont développer une psychose, qu'on appelle les transiteurs, ou les converteurs en anglais, que chez ceux qui ne vont pas développer de psychose. Donc on a vraiment là quelque chose de différent génétiquement, et même un effet de ce score polygénique sur la rapidité de l'entrée dans la maladie. Vous voyez en bas la courbe de Kaplan-Meier. Plus on a un score élevé score génétique élevé de risque pour la schizophrénie, plus on va rentrer vite dans la maladie. Alors, nous on s'intéressait avec la cohorte ICAR, qui est une cohorte multicentrique française pilotée par le professeur Krebs à Sainte-Anne. On s'est intéressé à est-ce que ces scores polygéniques pouvaient permettre de prédire individuellement le risque d'évolution. Et on a regardé plusieurs scores de risque, le score de risque de troubles bipolaires, le score de risque pour la dépression, le score de risque évidemment pour la schizophrénie, puis même un score de risque qui est pour toutes les maladies psychiatriques. Et donc aucun de ces scores-là ne prédisent individuellement l'évolution d'un individu à risque. Pourquoi? Parce qu'en fait les scores sont statistiquement, quand on prend une population, différents entre les cas et les contrôles, mais quand on regarde pour un individu donné, il y a un tel recoupement des scores polygéniques entre les patients qui vont évoluer vers une psychose et ceux qui ne vont pas évoluer, qu'en réalité, on ne peut pas trouver de différence individuelle. Je vous ai mis ces deux courbes illustratives là, de scores, donc c'est des courbes de Gauss, c'est réparti normalement, les scores polygéniques, et en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de cas qui ont en fait le même score polygénique que les contrôles, donc on ne peut pas les distinguer individuellement. Ça reste statistiquement significatif sur des grandes cohortes, mais pas à l'échelle individuelle, donc on ne peut pas l'utiliser comme biomarqueur. D'autres individus ont dit,
d'autres chercheurs ont dit bah, peut-être qu'il faut s'intéresser au rôle des variants rares, donc par exemple les CNV, qui sont des microdélétions, microduplications chromosomiques, et avec succès, puisqu'ils ont montré que par exemple les sujets à risque avaient plus de délétions duplications que les sujets non à risque, à condition que ces CNV touchent les gènes cérébraux. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une délétion duplication chromosomique qu'on va être à risque, c'est parce qu'on a une délétion duplication chromosomique qui va toucher un gène cérébral. Et ça, c'est intéressant, mais ils n'ont pas répondu, ces auteurs, à la question de est-ce que ça prédisait le devenir des sujets à risque. Est-ce qu'on peut dire, parce que ce sujet à risque a une délétion duplication chromosomique qui touche un gène cérébral, est-ce que ça va le faire évoluer vers la psychose? On a regardé dans notre cohorte toujours ICAR, une cohorte française multicentrique, donc avec une centaine d'individus. On a retrouvé des chiffres assez proches, 46% des individus portent au moins une délétion duplication chromosomique, et puis 8% des individus ont des délétions duplication qui touchent au moins un gène exprimé dans le cerveau. Et en fait, ni le fait d'être porteur de CNV, ni de délétion, ni de duplication, ni la taille du CNV, ni le nombre de gènes contenus dans ce CNV, ni le nombre de gènes exprimés dans le cerveau contenus dans le CNV, ne sont des marqueurs de l'évolution défavorable, d'évolution vers la psychose chez les individus à risque. Pourquoi? Tout simplement parce que ça reste rare, 8% des CNV qui touchent un gène exprimé dans le cerveau, donc ça veut dire que peut-être pour un individu, si on trouve une délétion 22q11, on va pouvoir dire il a très fort risque d'évoluer vers la psychose. Mais le problème, c'est que le nombre d'individus qui portent ce type de variant est faible, donc du coup, on a du mal à faire des prédictions sur des larges cohortes. Tout ça, ça montre que la génétique, elle est en train d'apporter des pistes, qu'il y a encore des grosses évolutions qui doivent être faites, notamment sur les scores intégratifs entre variants rares et variants fréquents, notamment des nouveaux développements par les machine learning de nouveaux types de scores, non plus additifs, mais aussi d'interactions entre gènes. Et donc ça, c'est probablement des voies futures. Et pour l'instant, la génétique ne peut pas complètement prédire les choses. Et on le sait déjà de manière un peu empirique, puisque quand on regarde en épidémiologie, quand on fait des études de jumeaux, la génétique ne peut pas tout expliquer. La prévalence de la schizophrénie en population, c'est environ autour de 1%. Quand on est jumeaux dizygotes, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a le même patrimoine génétique à 50% avec son autre jumeau, donc on partage 50% de l'ADN avec son frère jumeau ou sa sœur jumelle, on a un surrisque à peu près 5% d'être atteint. Par contre, quand on est un jumeau monozygote, donc on a le même ADN, 100% du matériel génétique en commun, si l'un des jumeaux est atteint, l'autre a 50% de risque d'être également atteint de schizophrénie. Donc ça veut dire qu'il y a bien, la génétique joue bien un rôle très important, ça augmente énormément le risque de développer une maladie psychiatrique, mais en même temps, c'est pas 100%. On a 100% de l'ADN en commun quand on est vrai jumeau, mais on n'a que 50% de risque. Donc il manque quelque chose. Et cette part qui manque, ça s'appelle l'héritabilité manquante, et c'est très lié à l'environnement. Alors, l'environnement, on s'y intéresse depuis longtemps. On sait que, par exemple, dans l'étude de Banos en 2010, donc il y a 10 ans déjà, on montrait que le fait de vivre en ville était un facteur de risque de développer un trouble psychotique, mais encore plus quand il y a un apparenté du premier degré qui souffre de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a un petit surrisque quand on vit en ville d'être atteint de troubles psychotiques, mais ce risque est démultiplié quand en plus on a des facteurs génétiques à risque. Donc il y a bien une interaction entre le gène et l'environnement. La génétique joue un rôle important, mais l'environnement vient révéler ce risque. Et donc ces interactions, on pense qu'elles passent par la question de l'épigénétique. Alors pour résumer un peu l'épigénétique, au moins les 3 principaux mécanismes épigénétiques qu'on connaisse, il faut imaginer que le chromosome c'est constitué de chromatine, que la chromatine elle est entourée autour d'histones, et que les histones sont des protéines qui peuvent être modifiées par ajout par exemple de groupements méthyle, d'ubiquitine, d'acétyl, et donc ça va modifier la façon dont l'ADN est enroulé et donc pouvoir rendre l'ADN disponible pour être transcrit en ARN messager. Donc c'est vraiment cette conformation 3D qui est importante. Et puis en même temps, sur les cytosines, peuvent venir, donc les lettres C de l'ADN, il y a ATCG, mais quand la cytosine est suivie d'une guanine, donc c'est CG, il peut y avoir une méthylation, un groupement méthyle, CH3, qui vient se rajouter sur la cytosine. Et ça aussi, on pense que ça a un lien avec l'expression des gènes. Et puis, une fois que le gène est exprimé en ARN messager, c'est la grosse molécule que vous voyez en bas à droite, qui est simple brun par rapport à l'ADN qui est double brun, à ce moment-là, il peut y avoir une autre contrôle qui sont les ARN non codants, en particulier les micro-ARN, qui viennent, eux, se fixer sur l'ARN messager et viennent le dégrader. Et donc, il y a 3 niveaux de régulation, l'enroulement autour des histones et la modification des histones, la méthylation de l'ADN
et puis l'expression des micro-ARN qui viennent réguler l'ARN messager une fois qu'il a été transcrit. Ces trois mécanismes épigénétiques, on sait les étudier, en tout cas au moins la méthylation de l'ADN. On l'a fait toujours dans la cohorte ICAR, où on a pris 39 individus qu'on a suivis pendant 1 an. Ces individus, il y en a qui sont restés à risque, il y en a qui ont évolué vers une psychose. Et donc on a comparé leur niveau de méthylation d'environ 500 000 marques à travers l'ADN, donc 500 000 cytosines qu'on a comparées avant et après. Donc on a fait une différence au cours du temps de méthylation de l'ADN. Ça, c'est des articles un article qui est déjà publié. Vous pouvez retrouver en ligne sur PubMed par exemple. Et puis, on a montré qu'il y avait 2 types de choses. Il y a d'abord des gènes qui étaient déméthylés ou en tout cas hyperméthylés avant l'entrée dans la psychose. Donc, c'est-à-dire que des gènes qui vont avoir un niveau de méthylation qui est plus importante que des sujets qui ne vont pas évoluer vers la psychose. Donc ça pourrait servir de biomarqueur prédictif, dire ben voilà, on a ici par exemple 5% de méthylation sur plusieurs cytosines dans le promoteur du gène GSTM5. Et donc du coup, peut-être que ces modifications, elles pourraient permettre de repérer encore mieux les individus à risque. D'autres types de modifications épigénétiques, c'était des modifications qui sont plus isolées, donc pas regroupées au sein d'un promoteur d'un gène, mais partout sur le génome. Et donc ça, par exemple, on a pris les 100 meilleures marques de méthylation et on a fabriqué des clusters. On a dit en logiciel, trouve des clusters à partir de ces 100 meilleures marques, et il nous a classé d'un côté les transiteurs, donc ceux qui vont évoluer à la psychose, vous voyez ici en bas en saumon, et puis de l'autre côté, le logiciel a classé les non-transiteurs. Et donc on a un groupe de cytosines déméthylées, soit hyper en rouge, hypo en vert, qui permet de classer les individus. Et donc ces cytosines, on a regardé quelles étaient ces cytosines, elles sont plutôt représentées dans des voies biologiques qui sont autour de la guidance axonale, des voies de l'inflammation. Ensuite, on a fait le même travail que ce qu'on a fait sur la méthylation de l'ADN, mais cette fois on a regardé, puisque la méthylation contrôle l'expression des gènes, on a regardé l'expression des ARN messagers. Et donc on a fait ça sur un petit échantillon, puis surtout on a répliqué ça avec des qPCR, et on a trouvé que par exemple, certains gènes comme le gène NRP1 ou le gène GSTM5 dont je vous parlais juste avant pour le système redox étaient, en même temps qu'ils étaient modifiés au niveau de la méthylation, ils avaient une expression dans le temps qui était modifiée. Et puis on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire des réseaux de préservation. C'est ça que permettent les approches omiques, c'est non plus de s'intéresser à un seul gène, mais de regarder les correspondances entre l'expression de plusieurs gènes, les régulations croisées de ces gènes. Et donc on a regardé quelles étaient les interactions entre ces ARN messagers, quelle était la quantité d'ARN messagers, la régulation de ces réseaux, avant et après la transition vers la psychose, chez les individus qui ont évolué. Et on voit qu'il y a 2 réseaux de gènes qui sont dérégulés une fois que l'individu est rentré dans la psychose. Ce sont les réseaux autour des Toll-like récepteurs, donc l'immunité, encore une fois, la piste de l'immunité innée. Et puis la voie Wnt, qui est une voie qui sert à la différenciation cellulaire, mais aussi au village axonal. Et donc du coup, on retombe à nouveau sur ces voies à la fois de maturation, de développement cérébral, et en même temps d'immunité. Dernier élément qui n'est pas encore totalement publié, c'est qu'on s'est intéressé cette fois aussi aux micro-ARN, donc ces petits ARN qui viennent réguler l'expression des ARN messagers. Et donc on a pris une cohorte un peu plus conséquente cette fois, parce qu'on avait continué à faire le recrutement des patients, et on a séquencé les micro-ARN qui étaient dans le plasma, et on a regardé s'il y avait des variations au cours du temps de ces micro-ARN. Et ces micro-ARN, il y en a certains qui vont varier, qui vont même permettre de classer les individus à nouveau. Et surtout, ces micro-ARN, ils vont modifier la régulation de certains ARN messagers d'un grand groupe de gènes. Et quand on prend ces micro-ARN qui régulent l'expression des gènes, à ce moment-là, on voit que ces gènes qui sont pilotés par les micro-ARN, ils vont plus fréquemment que ne voudrait le hasard, se retrouver dans, par exemple, la régulation de la différenciation neuronale, dans à la fois à nouveau la voie Wnt, dans la migration neuronale, etc. Donc on a à la fin, si on veut résumer, des modifications de méthylation, des modifications d'expression et des gènes, et des modifications de l'expression des micro-ARN qui vont être concordantes, qui vont converger vers la question du neurodéveloppement, vers la question de la voie Wnt, par exemple, vers aussi la question de l'inflammation. Donc on est vraiment dans cette espèce d'interaction entre différentes données omiques, la couche de la génétique, la couche de l'environnement, et puis l'épigénétique qui vient comme médiateur de ces interactions, qui vient réguler la transcription, donc la transcriptomique, et la transcriptomique va in fine aboutir à la métabolomique, c'est-à-dire aux protéines
et puis pourquoi pas aussi à la régulation, par exemple, des lipides, et donc du coup des interactions entre lipides et protéines qui sont probablement aussi une piste très intéressante. Petit clin d'œil à la fin pour dire que des biomarqueurs en psychiatrie, c'est possible, ça c'est le titre de la session, mais c'est possible et souhaitable. Imaginez que demain, peut-être, nous aurons des biomarqueurs de phase qui permettraient de déterminer l'étape de la maladie. Ce serait très précieux de savoir à quelle étape de la maladie en est le patient. Est-ce qu'il est toujours à risque? Est-ce qu'il a déjà déclenché la schizophrénie? Est-ce qu'il est rentré dans une phase chronique? Parce que possiblement, ça ne va pas être la même prise en charge. On va passer d'une prise en charge préventive dans les phases prodromales ou des états mentaux à risque vers une phase plus active avec la prescription d'antipsychotiques à partir du premier épisode psychotique. Et puis, on pourrait imaginer avoir des biomarqueurs de tresse, des biomarqueurs qui soient là, quelle que soit l'étape de la maladie, qui permettraient de prédire quels sont les patients qui sont les plus à risque d'évoluer vers la psychose et à ce moment-là d'intensifier les soins pour ces individus. Et puis enfin, des biomarqueurs d'état qui vont permettre un suivi longitudinal, c'est-à-dire on va voir changer les marques de méthylation, les marques d'expression des gènes, et dire cet individu est en train d'évoluer vers une psychose, il faut intervenir encore plus rapidement et de manière plus intensive. Le problème qu'on a aujourd'hui dans ces histoires d'épigénétique, de transcriptomique, c'est que c'est imparfaitement lié à la physiopathologie. Parce qu'on est dans des tissus périphériques, évidemment quand on fait du longitudinal, on va prendre plusieurs fois du sang d'un patient, on ne peut pas imaginer avoir plusieurs prélèvements cérébraux. Donc on est à la quête de biomarqueurs qui ne soient pas de tissus spécifiques, qui soient liés tout de même à la physiopathologie. Et aujourd'hui, tout un travail est de corréler les modifications épigénétiques ou d'expression qui sont présentes dans le sang à ce qui est présent dans le cerveau. On y arrive, c'est balbutiant, mais c'est déjà un peu présent avec des corrélations qui sont plutôt bonnes, notamment en ce qui concerne la méthylation. Je termine en remerciant évidemment les patients et les médecins qui ont contribué au recrutement de la cohorte ICAR, à toute l'équipe du laboratoire, en particulier Dr Oussama Kebir, nos deux doctorants Anton Iftimovic et Ariel Fragerman, notre postdoc Chin, et le professeur Marie-Gilles Krebs qui pilote ces travaux. Je suis à votre disposition évidemment pour les questions, et puis vous pouvez m'écrire bien sûr des emails ou me suivre sur Twitter si vous voulez qu'on interagisse.